Bienvenue dans cet épisode numéro 29 dédié au Domain Driven Design et en particulier la notion de factory, domaine service et repository. Rappelons simplement que le Domain Driven Design a pour objectif d'isoler les règles métiers et de ne pas les coupler avec un framework technique. Ainsi, le code métier est dit agnostique, il ne dépend d'aucun framework. Avant de vous en dire davantage sur le repository, les factories et le domaine service, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons expliqué comment mettre en œuvre simplement le Domain Driven Design avec le Value Object, l'Entity et l'Aggregate Root. Le Value Object est un objet immutable. Cela signifie qu'une fois qu'il est instancié, il ne peut plus être modifié. L'entité, quant à elle, est un objet mutable. Elle est identifiée par une identité. Cette même identité est un Value Object, c'est-à-dire un objet immutable. Les propriétés de l'entité sont mutables. Et l'aggregate root qui permet de faire une composition de value object et d'entité qui a un unique point d'entrée et qui permet de définir des invariants et des règles métiers à respecter. Le repository est une interface qui permet de définir les besoins du domaine. Ainsi, le repository est bien une classe à définir dans le domaine et va exposer des méthodes utiles au domaine. Il peut s'agir de lire un agrégat ou de le modifier sans préjuger de comment techniquement cet appel est réalisé derrière. Le domaine ne dépend pas de la manière dont ces données sont obtenues, il s'en abstrait. Cette interface repository peut être définie dans un package domaine, lui-même pouvant également être défini dans un module domaine, afin d'isoler le domaine et de s'assurer qu'aucune dépendance technique n'est référencée par ce module. Ce repository aura une implémentation dans l'infra. Cette infra peut être définie dans un package et également isolée dans un module infra. À titre d'exemple, si nous avons un user repository qui est l'interface, l'implémentation sera in-memory user repository, qui sera par exemple l'implémentation de ce repository qui charge des données utilisateurs en mémoire. Nous pourrons également avoir JDBC user repository qui sera l'implémentation de cette interface avec des appels JDBC, JPA User Repository qui sera l'implémentation JPA pour lire ses utilisateurs. À noter que User Repository Imple est une appellation à éviter bien qu'on la voit couramment utilisée puisqu'elle ne précise pas quelle est la nature du repository. Or, dans le Domain Driven Design, la devise est de dire rendre explicite l'implicite. C'est ce que nous faisons en nommant explicitement ces repositories. À noter qu'un value object, une entité ou un aggregate ne doivent pas référencer un repository. Le domaine service peut exprimer des opérations qui ne sont pas naturellement référencées dans le value object ou dans l'entité. Lui aussi est référencé dans le domaine, il n'a aucune référence technique. Le domaine service peut par exemple référencer l'interface d'un repository. Le domaine service est souvent le point d'entrée venant de l'application service. Et enfin, on peut utiliser des factories qui vont instancier les agrégats et assurer leur cohérence lors de leur création. La variante à l'utilisation d'une factory est tout simplement d'avoir une méthode statique directement dans la classe qui permet de réaliser l'instanciation. L'usage d'une factory peut se justifier par le fait que l'instanciation nécessite plus d'éléments que la simple instanciation de l'agrégat ou de l'entité. Par exemple, l'appel d'un repository pour récupérer d'autres données qui seront nécessaires à l'instanciation de l'agrégat ou de l'entité et qui justifient d'isoler cet appel dans une factory. Pour en savoir un peu plus sur les factories, je vous invite à voir l'épisode numéro 13 où nous parlons des factories et des abstract factories. Dans le cas du Domain Driven Design, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une factory est définie dans le domaine, elle est agnostique et elle ne référence pas de framework technique. Si par exemple elle référence un repository, ce repository sera l'interface et non pas l'implémentation du repository. J'ai fait évoluer le modèle pour faire apparaître un nouveau value object que j'ai appelé draft household qui me permet en fait de modéliser un foyer qui n'a pas d'identité. Ici, nous avions household, l'aggregate root qui avait une identité. Celui-ci n'en a pas. Et vous allez voir que ça va nous servir pour le repository. Ensuite, nous avons encapsulé la liste des membres du foyer dans une classe qui est members. Alors cette classe, c'est pas un value object parce que c'est une classe mutable. C'est pas non plus une entité parce qu'en fait, il n'y a pas d'identité. C'est simplement ce que j'ai appelé une business collection, c'est-à-dire une encapsulation de personnes
avec des méthodes qui sont exposées à l'extérieur. Les personnes sont toujours des entités, identifiées par leur identité. Une adresse est toujours une entité avec une identité adresse ID. Et l'aggregate root, bien sûr, c'est une entité qui a une identité household ID. Alors un repository, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une interface qui est définie ici dans le domaine. Ici, nous avons rajouté deux méthodes. Alors ces méthodes, c'est toujours des méthodes dites métiers. Find by ID, donc renvoyer un household, donc un foyer selon son identité, et sauvegarder un household. Donc là, j'ai fait le choix d'introduire ce value object draft household puisqu'il n'a pas d'identité, puisque c'est quelque chose qu'on va sauvegarder, et au moment où on va le sauvegarder, on n'a pas encore cette information. Nous avons également parlé de cette notion de service, donc de domaine service. C'est un service métier qui peut centraliser des opérations qui ne sont pas forcément localisées dans des entités ou des aggregates. Ici, donc, le household service ne fait simplement qu'une encapsulation du repository, expose des méthodes qui vont permettre d'interagir par délégation sur le repository. Ici, nous avons une gestion du optional avec des exceptions métiers qui sont levées. Ces exceptions métiers sont des runtime exceptions, de sorte que nous ne sommes pas obligés de les redéclarer dans la signature. Voilà, donc ici, nous instancions le repository, et le repository concret qui est instancié, c'est le in-memory household repository. Donc c'est simplement une map qui va avoir un household par défaut et qui va implémenter donc l'interface household repository. Ensuite, nous instancions le service qui prend en argument le repository. Ici, nous faisons une recherche de household avec un household ID qui n'existe pas. Donc en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une erreur métier qui soit levée, et donc on fait simplement un catch et on l'imprime. Ensuite, ici, nous faisons une sauvegarde d'un household, donc nous créons une personne 1, personne 2. Nous instancions le members avec personne 1, personne 2. Ici, c'est passé en argument. Ensuite, nous instancions ce draft household. Et enfin, nous faisons la sauvegarde via le service. Et donc, on voit que le nouvel élément est bien enregistré avec les propriétés. Sachez que le fait d'utiliser un draft household a des variantes. Il est possible, à la place, dans la signature de la méthode, d'utiliser une commande pour faire cet appel. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un draft household. On peut simplement écrire le code de telle sorte que le household, quand on l'instancie, on a à disposition l'ID qui va nous permettre de l'enregistrer au moment de la sauvegarde. Ça dépend de votre contexte d'architecture qui va vous orienter vers telle ou telle solution. Il y a également la factory, donc ici, qui permet de créer le household à partir du draft household. Donc ici, on a passé l'ID en paramètre. C'est un choix qu'on fait mais qui n'est pas obligatoire. A noter ici qu'on valide l'invariance, c'est-à-dire qu'au moment où on a fini de créer le household, on appelle une méthode ici qui va valider les règles métiers. Donc là, on a nommé explicitement require at least one member pour être sûr qu'il y a au moins un membre qui est défini lors de la création. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, on a une exception métier, no member in household exception. Et voilà, nous exprimons la règle métier ici. Donc ici, au moment de la sauvegarde, ici donc on est dans le in-memory household repository. Au moment de la sauvegarde, c'est là qu'on fait appel à la factory, et pour générer le household ID, on appelle une méthode generate household ID. Ce qui veut dire qu'en fait, la génération de l'identité du household ici est gérée par le repository. À noter que l'implémentation du household repository, nous l'avons mis dans un package infra, ce qui veut dire que ce n'est plus du domaine, ici c'est l'infrastructure. La génération du household ID est confiée au repository, mais attention, elle aurait pu être gérée par la factory ici, ce qui signifie qu'on n'avait plus besoin de passer en argument le household ID, et la factory savait comment générer cet ID, éventuellement en déléguant cet appel à l'extérieur si besoin, ou en appelant un autre repository. Et dans ce cas de figure,
l'usage de la factory est pleinement justifié puisqu'on n'est plus dans une simple instantiation avec des propriétaires à renseigner, mais on appelle potentiellement un autre repository ou un service qui va nous permettre de générer ce household ID. Et dans ce cas de figure, l'usage d'une factory est pleinement justifié. Là encore, c'est à vous à définir qui est responsable de générer ce household ID. Est-ce que c'est dès la création? Est-ce que c'est la factory qui s'en occupe? Ou est-ce que c'est l'implémentation du repository qui s'en occupe? Alors juste une précision sur les nommages. En général, en Domain Driven Design, on ne met pas le nom avec un suffixe entity pour entity ou value object pour value object ou aggregate pour aggregate. Pourquoi? Parce que justement, on veut vraiment être au plus proche du terme utilisé par les parties prenantes. Donc si les parties prenantes, elles parlent de address, elles ne parlent pas de address entity, elles parlent de adresse. Donc évitez toujours de mettre des suffixes entity, aggregate, value object. Par contre, ici, tout ce qui est factory, repository ou service, bien sûr, là vous pouvez mettre le suffixe parce que ce ne sont pas des termes qui vont être utilisés par les parties prenantes. Bien que ces classes soient présentes dans le domaine, elles ne font pas partie de l'ubiquitous language qui sera utilisé par les parties prenantes. Donc dans ce cas-là, c'est pertinent de mettre un suffixe. Par contre, ce que vous pouvez faire au niveau des entités, des agrégés, des value objects, c'est simplement de mettre un petit commentaire ici, entity, identity, entre parenthèses value object. Pareil ici, value object. Comme ça, celui qui relit votre code comprend bien votre intention Domain Driven Design au niveau du nommage. Ici aussi, value object, household, c'est un aggregate root. Voilà, ici on a l'identité, etc. Et là, je précise que l'adresse c'est une entité et que member, alors c'est pas un value object, c'est plutôt business collection. Là aussi, je vous encourage à utiliser ce genre de classe pour encapsuler des listes avec des méthodes d'accès. Cela évite d'alourdir votre aggregate qui peut vite avoir de nombreuses méthodes, donc ne pas hésiter à faire de la composition. J'espère que cette vidéo sur le Domain Driven Design vous a plu. Vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Vous pouvez également suggérer des thèmes que vous souhaiteriez aborder. Je vous dis merci et à bientôt.